interprétation simultanée vers le français. Donc, pour choisir votre langue, vous pouvez cliquer sur le bouton qui se trouve en bas de votre écran en forme de globe. Donc, aujourd'hui, on va commencer par le voyage virtuel dans l'Ermitage qui contient n'est pas seulement le musée sur la place de Palais, mais également un univers lié avec l'Ermitage. Donc, la toute première excursion sera ouverte par le directeur de le musée de l'État d'Ermitage, par l'académicien Monsieur Piotrowski. C'est une opportunité rare d'écouter de la part cette en fait excursion de la part d'une personne qui connaît tellement bien le musée et avec un grand plaisir, je vais passer la parole à Svetlana Anatolievna Dotsenko, la conseillère du directeur général de l'Ermitage d'État qui va, à la fin de cette excursion, va répondre à toutes vos questions. Euh, Svetlana Anatolievna, bonsoir, chers amis. Je suis très contente de vous souhaiter la bienvenue de Saint-Pétersbourg, de l'un de ces bâtiments du musée d'Ermitage, d'où va vous faire son discours de bienvenue, Monsieur Piotrowski. Donc, on va commencer par le mot de bienvenue de directeur général du musée d'Ermitage, Piotrowski. Et je suis très contente d'ouvrir pour vous cette nouvelle série de soirées d'Ermitage. Donc, les films d'Ermitage, on aura beaucoup. Et donc, j'espère que vous avez bien aimé la première série. Et aujourd'hui, je vais ouvrir cette nouvelle série avec cette balade de nuit qui a été faite pendant le Covid. On a bien souffert pendant le Covid, mais cette épidémie, cette pandémie nous a bien apporté de nouvelles choses. Nous avons changé notre système et nous avons enlevé les restrictions discriminatoires et nous avons également filmé une série de expositions dans Hermitage qui était vide pendant le Covid. Vous allez voir, je vais faire des commentaires après ce film, vous allez voir d'autres nouvelles pièces d'art, nouvelles expositions, surtout liées à la Belgique, mais le plus important, c'est une connexion qui est très forte. Bien sûr, cette narration n'est pas remplacée une narration faite en présentiel, mais quand vous pouvez visiter l'Ermitage en manière virtuelle, c'est quelque chose de nouveau qui nous change l'optique à travers de nos caméras. J'espère que vous allez en fait découvrir beaucoup de choses intéressantes. On va répondre à toutes vos questions, bien sûr. Donc, nous allons vous raconter l'histoire de ce musée, pas des pièces d'objets qui sont dans ce musée, mais on va vous parler du musée lui-même. On va parler bien sûr de ces pièces, de ces objets, comment elles se comportent la nuit, le jour, avec quel nom elles sont liées. Toute l'histoire de la Russie est liée avec toutes ces pièces qui font partie de ce musée et je pense que justement pendant cette balade de nuit, vous allez voir comment, par exemple, le portrait de Sauveur Ophélie avec d'autres pièces qui se trouvent dans ce musée. Merci.
Si on parle de cette balade de nuit qui peut avoir lieu très rarement, surtout dernièrement, quand nous avons renforcé notre système de sécurité, et pratiquement, on peut pratiquement plus avoir ces balades de nuit. Et donc, c'est une narration. Et j'essaierai de vous parler de ce que nous voyons de nouveau quand on visite l'Ermitage de nuit. Et donc, j'espère que je ne vais pas me répéter. Il existe deux sujets que j'espère traverseront toutes les salles avec nous. Donc, pourquoi l'Ermitage est si particulier? C'est la question à laquelle je devrais toujours répondre dans les discussions. Pourquoi? Parce que il y a cette réunion de l'histoire, en fait, une synergie de l'histoire avec les chefs-d'œuvre. Dans aucun autre musée du monde, peut-être sauf même pas à Louvre, vous ne pourriez pas trouver ce genre de choses. Et un autre élément, c'est les vues à travers les fenêtres de ce musée qu'on va voir également. Un autre sujet, c'est le grand Hermitage. C'est la conception de développement du musée qui inclut les entrepôts et tout ce qui se passe ici en ligne. Maintenant, on va entrer dans le foyer de l'Ermitage, mais en vérité, c'est un pont sous lequel le fleuve de Zimniakanavka se jette dans Neva. Et donc, on peut voir que ce pont ressemble au pont des Soupirs à Venise. Et donc, ce pont représente le lien avec les idées. On dit que l'Ermitage, c'est Venise du Nord, comme un nouveau Amsterdam. Donc, à Venise, on peut trouver beaucoup de ponts différents, mais à Venise, le pont de Soupir amène à la prison et notre pont nous amène au musée. Et donc, cet endroit pour ermiter est devenu un endroit où on peut voir tous ces objets du musée. Donc, on peut voir également à travers cette balade, voir la ville de Saint-Pétersbourg la nuit. Donc, je vous invite de sortir de ce pont et rentrer dans l'Ermitage. Donc, on a déjà vu assez de canal. Donc, on peut voir que le canal grand se jette dans la lagune. On a vu la lagune et maintenant, on rentre dans l'Ermitage. On voit ici le coin de Raphaël. On voit la loggia de Raphaël. C'est une copie formidable, une image virtuelle du XVIIIe siècle, ce qui a eu lieu à Rome. Donc, on voit ici l'une des trois caméras qui fonctionnent 24 sur 24. Vous voyez là-bas cette caméra qui nous montre, qui nous affiche la salle de Raphaël. Donc, c'est d'une part, c'est une manœuvre technique virtuelle, moderne et également un élément de l'art moderne. Et il y a eu ce film Empire State Building. Je voudrais vous rappeler que Eric dessinait la même montagne et ces ans également dans des périodes différentes. Et ici, vous pouvez voir le matin, le soir, la journée et qui jette la lumière et qui fait vivre cette toile. Il y a beaucoup de scandales autour de cette peinture. Le premier, quand elle a été achetée pour Alexandre II, il y a eu un scandale. Comment est-ce qu'on peut donner cette toile à ces sauvages, les Russes? Et cette peinture a été achetée pour l'impératrice Marie Alexandrovna et au début, elle restait dans ses appartements personnels. Et cette peinture a été transférée du bois vers la toile et un article
qui s'appelait La chirurgie des arts, a été écrit expliquant comment cette peinture a été transférée du bois vers l'huile, vers la toile. Et il y a un autre tableau, Le garçon avec les dauphins, qu'on peut voir ici. Donc, le 500e anniversaire de Raphaël se fêtera ici à Ermitage. Donc, ici, on voit un autre tableau, Rosso Fiorentina, qui a été restauré récemment, qui est bien nettoyé. Et on faisait même des blagues que on peut pas la faire sortir, cette peinture, à l'étranger parce que les couleurs ont été changées. Donc, pour passer la douane, ça serait difficile, hein, sachant que les restaurations ne sont pas aussi simples à faire. C'est toujours un risque à encourir très grand et très élevé. Et juste les mains bien professionnelles peuvent faire ces travaux de restauration et prendre ce risque pour que ce risque soit justifié. Ensuite, on va voir ces choses qui attirent beaucoup d'attention, qui ont été restaurées récemment. Et ici, on voit la salle de l'école de Leonardo et c'est Francesco Melzi qui a peint cette peinture qui s'appelle Flora au Colombina, qui fait partie d'une des meilleures peintures de l'Ermitage. Et nos partenaires ont même créé un parfum qui ont ressemblé à tous les parfums et toutes les couleurs de toutes ces couleurs qui sont représentées sur ce tableau. Un autre tableau de l'école de Leonardo. Euh, donc, et peut-être même le maître lui-même a participé dans la création de celui-ci. La salle de Leonardo contient également beaucoup de nouveautés. Nous avons changé les reliquaires, les positionnements de reliquaires. Maintenant, ces derniers sont tournés vers les passants et ils sont bien protégés du soleil. Donc, il y a eu une exposition entière qui est à Milan qui a comporté ces pièces présentées ici. Le retour de Madonna, on a même en fait filmé une vidéo sur cette création. Et donc, ici, nous avons ces vitrines avec un haut niveau de contrôle climatique et la salle même également contient ce contrôle climatique. Et maintenant, on va passer par les salles qui euh, inclut cette particularité de l'Ermitage. Ce sont les intérieurs qui sont euh, très minutieusement faits au niveau de la décoration intérieure. Donc, ce n'est pas très facile de réaliser ce genre de décoration et parce que le style de palais a été ajusté pendant longtemps parce que ça a été créé comme le palais pour les peintures. Donc, c'est la deuxième partie du palais qui a été utilisée pour la vie des invités haut placés qui vivaient à l'Ermitage. Donc, on voit que certains de ces objets qui sont bien spécifiques, même s'ils ne changent pas leur emplacement, par exemple, cette fresque que tout le monde connaît, elle est toujours ici, qui n'a même pas quitté l'Ermitage pendant la guerre. Cette fresque d'Angelico est bien appréciée même aujourd'hui parce qu'on a besoin de ce genre de peintres angéliques. On voit mal à cause de la lumière, à cause des réflexions. Donc, cela signifie que c'est un vrai reportage du musée parce que parfois mes collègues font des reportages et on lit qu'il y a les réflexions sur les peintures
on est dans un musée, on ne peut pas le changer. C'est la vraie vie de musée. Euh, Parce que c'est ça la différence avec les reproductions. Un vrai musée qui contient toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être la lumière qui est mal placée, peut-être il y a un petit coin qui est cassé sur un objet. C'est ça qui rend un musée magnifique. C'est quelque chose qu'il faut montrer tout le temps pour se souvenir plus tard. Donc, et c'est cela qui crée cette impression d'un musée qui vit. Euh, il y a une autre nouveauté, c'est la Madone de l'école Céline. Donc, cette peinture a été restaurée plusieurs fois et donc même un atelier de restauration a été créé juste pour nettoyer et restaurer ce tableau. On a dû utiliser de nouvelles techniques et on a dû prendre de risques justement pour la restaurer. Et on a vu comment ce tableau a brillé après que toutes les couches sur la surface ont été nettoyées. Parfois, on peut arriver à des... En fait, quand on sous les couches après la restauration, on ne trouve rien, mais ce n'était pas le cas maintenant. Donc, cela est le bâtiment du Grand Ermitage, le musée a été également en même temps le palais et le musée. On n'a pas un musée dans le monde qui était en même temps le palais et le musée. Donc, le musée était représenté par les ailes du bâtiment principal. Donc, ici, on veut voir cet escalier soviétique. Il y a eu même un reportage comment les lumières ont été installées pour cet escalier soviétique et on va voir ensuite en fait, le tableau principal qui change toujours. Ici, c'est en fait, le tableau, le Fils prodige et Benjamin Britten a même fait un film autour de ce tableau. Et donc, nous avons même changé la lumière pour bien voir ce tableau. Ensuite, cette passerelle d'un bâtiment à l'autre. Et donc, ici, on traverse cette passerelle pour visiter le petit Ermitage. Donc, à l'Ermitage, il y a beaucoup de fenêtres et on peut utiliser ces dernières pour nous diriger et pour ne pas se perdre. Et on dit que c'est difficile de s'orienter à l'Ermitage. Non, ce n'est pas vrai. Il faut juste suivre les fenêtres. Et ensuite, la salle où nous pouvons trouver l'horloge Le Pan, où nous avons bien installé les écrans qui montrent comment fonctionne cette horloge qui est mise en route une fois par semaine. Donc, c'est le résultat du travail de nos restaurateurs. Donc, l'horloge fonctionnait, ne pas fonctionner, et fonctionnait par intermittence. Et maintenant, elle fonctionne bien. Et donc, grâce à nos restaurateurs, tous les horloges à l'Ermitage fonctionnent bien. Et vous pouvez voir, c'est cette création formidable qui a été créée en Angleterre pour la Chine. Et c'est justement la Chine qui a adoré ce genre de jouets mécaniques. Il existe beaucoup de légendes différentes autour de cette horloge. Pas toutes sont vraies. Il y a la baronesse Kingston, une grande aventurière qui a apporté ce pain, cette horloge, mais ce n'était pas vrai parce que c'est Potiomkin qui l'a commandé. Mais voilà, même si la légende n'est pas vraie, ça ne veut pas dire que la chose en devient moins importante. Donc la particularité
de cette salle de pavillon, c'est qu'elle est exécutée dans le style semi-mauresque qui allie le style européen avec le style oriental. Et ce qui le caractérise, ce sont des petites fontaines qu'on appelle les fontaines des larmes, un peu sur le modèle de celle à Bakhchisaray. Bakhchisaray qui a été la capitale de la Crimée et puis était rattachée à la Russie à l'époque de Catherine II. Et donc ces petites fontaines sont une partie importante des intérieurs. Dans le passé d'ailleurs, il n'y avait pas d'eau. Et après, ce qui est arrivé, et en fait, ça arrive souvent avec la restauration architecturale. Pendant plusieurs années, on dit qu'il y a des choses qui sont impossibles à faire parce que voilà, l'air, l'atmosphère, l'humidité ne sont pas bonnes. Et puis le temps arrive et il s'avère qu'en fait, tout est possible. Donc, on a installé tout un système très puissant qui permet à l'eau de fuir et aussi qui contrôle le climat. C'est le même système qu'on a installé dans les jardins suspendus. C'est un véritable chef-d'œuvre de l'Ermitage, le jardin créé là encore par Catherine II. Donc voilà, à la fin de ce parc, au bout de ce parc, il y avait justement l'Ermitage. C'est une sorte de pavillon d'où le musée est né. Voyons par exemple la variété tout à fait extraordinaire des tulipes qui s'appelle l'Ermitage, qui a été spécialement cultivée en Hollande et qui a été offerte à notre musée. En fait, la restauration de ce jardin nous a beaucoup appris. Déjà, elle nous a expliqué qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre, pendant le siège. On disait qu'on avait enlevé le sable, de l'eau. Et puis, dans les années 90 du XXe siècle, les conditions d'entretien ont été un peu perturbées. Du coup, tout a commencé à se dégrader. Il y avait des fuites. On a mis beaucoup de temps. On a beaucoup peiné pour tout restaurer parce qu'on a perdu beaucoup de temps dans les années 90. Mais finalement, avec de longues discussions, nous avons pu tout réarranger, tout mettre ensemble, comme par exemple toutes ces plantes et aussi des statues qui se dressent au fond. D'ailleurs, les statues, c'est aussi une histoire intéressante. En fait, ce sont des copies. Dans le musée, on peut bien exposer des copies si les originaux sont aussi en votre possession. Il serait impossible d'y placer des statues authentiques, des originaux à cause du climat. Donc, vous voyez les 4 statues qui représentent 4 saisons, l'hiver, l'été, le printemps et l'automne. Donc, il y a eu 2 types de copies. Vous voyez les plus récentes. Les originaux se trouvent dans le musée, une partie dans les niches à l'entrée des commandants et une autre partie dans le palais Menchikov. Et puis, il y avait une autre série de copies plus anciennes qui se trouve à l'Ermitage dans le village ancien. C'est une partie de l'Ermitage qui porte ce nom. Maintenant, vous voyez justement les originaux qui sont à l'entrée des commandants. Et dans le jardin, du coup, on trouve des copies qui se trouvent dans les niches là-bas. Donc, les copies les plus récentes se trouvent, comme je disais, dans le village ancien, une partie de l'Ermitage, dans notre centre de restauration et de réserve. Donc, vous voyez bien quel a été l'impact de l'atmosphère de Saint-Pétersbourg. Vous voyez aussi que ces copies sont plus grossières par rapport aux copies plus modernes qui sont de meilleure qualité. Mais bon, voilà, elles sont là, elles encadrent le pater. Et sur le fond, vous voyez l'un des bâtiments de l'Ermitage, justement, le village ancien, c'est l'un des bâtiments de nos réserves. C'est une réserve ouverte. En fait, c'est une fierté du Grand Ermitage parce que nous avons ouvert ces réserves au grand public. Il y a plusieurs bâtiments et vous voyez aussi des panneaux photovoltaïques. Je pense que tous les habitants de Saint-Pétersbourg l'ont bien noté, malgré le climat plutôt néfaste et bon, la lumière qui n'est pas toujours là. En gros, il fait toujours sombre. Il y a quand même toujours des endroits où l'herbe est exposée au soleil et où le soleil frappe plus souvent. Et c'est justement l'un des endroits comme ça. Du coup, nous avons installé des panneaux photovoltaïques qui assurent l'électricité pour l'éclairage de sécurité.
Donc, il y a toute une série de différents bâtiments. Il y a nos réserves, il y a notre centre de restauration, il y a différentes expositions ouvertes où on expose des copies dont nous avons parlé. Et dans les niches, il y a des sculptures authentiques qui viennent de la cathédrale Sainte-Catherine sur l'avenue Nevski. Comme je disais, les statues originelles ne peuvent pas être exposées à l'extérieur parce que sinon, ils seront détruites par le vent et l'eau. Là, par exemple, c'est une réplique, c'est une copie de la fameuse sculpture de Bourdelle, l'Archer. Elle se dresse en face du vestibule à l'entrée de l'un des bâtiments de l'Ermitage, notre réserve ouverte. Nous voyons ce superbe archer qui tire sur le côté. Et ici, donc, nous sommes dans le grand vestibule, le lieu de rassemblement des groupes touristiques. Il y a aussi des cafés, des magasins, des petites boutiques. Différents événements y sont organisés. Donc, c'est un lieu de rencontre de tous les invités de l'Ermitage, pour les enfants, pour les touristes, pour les habitants locaux. Il y a aussi plusieurs entrées qui permettent aux voitures donc, d'apporter, de transporter des objets exposés. Voilà, nous voyons ce grand hall d'entrée, le vestibule, qui est toujours très actif avec différentes conférences, rencontres. C'est devenu vraiment un centre d'attraction pour ce quartier de Saint-Pétersbourg. En fait, nous sommes très fiers de cette réserve. Je me souviens du temps quand je suis devenue directeur. En fait, ce bâtiment était vétuste, il n'avait pas de toit, il neigeait. Et donc, on a dépensé l'argent qu'on avait en hiver pour préserver les murs. Ensuite, on a pu tout restaurer. Parmi les objets, donc dans ce premier bâtiment, il y a la salle des carrosses. La collection vient de l'ancien musée des carrosses qui se trouvait à la place Konyushennaya. Et ensuite, toute la collection a été transférée à l'Ermitage. Donc, dans les vitrines, vous voyez également différents éléments de l'arnais, des harnachements. Il y a aussi différents accessoires équestres et bien sûr des carrosses. Voilà, on peut voir ce jeu de lumière et de l'ombre. Nous avons mis en place toute une pièce de théâtre, ce jeu de lumière et de l'ombre avec nos partenaires de Philips. Ce jeu qu'on peut voir le soir et le matin, la lumière qui met en valeur différentes carrosses à différentes heures du jour. On y voit par exemple la carrosse de couronnement de Catherine II et bien d'autres objets qui nous transmettent maintenant dans le palais d'hiver de Pierre le Grand. Ici, par exemple, on voit le traîneau. Et ça, c'est une page aussi très importante du développement de l'Ermitage. En fait, pendant la restauration du théâtre d'Ermitage, tout le monde était au courant, tout le monde savait qu'en dessous se trouvait la première version du palais d'hiver de Pierre le Grand. Donc, on a commencé à creuser et il s'est avéré que Quarenghi avait comblé le rez-de-chaussée de cet ancien palais d'hiver de Pierre le Grand, la partie en fait du palais où Pierre est mort. Et du coup, on a pu excaver cette partie-là et la restaurer, créer un peu cette ambiance. C'est la partie du palais où Pierre vivait, où il est mort. Et voilà, aujourd'hui, c'est un lieu mémoriel un peu mythique. L'esprit de Pierre est vraiment très présent. Donc, nous avons pu le restaurer. On organise différents événements. Il y a des gens qui viennent, qui lisent des poésies, par exemple, qui prononcent des discours, qui commémorent Pierre. Il y a des visites guidées. Et il y a bien évidemment la fameuse figure de cire. Tous ceux qui aiment Saint-Pétersbourg et qui s'intéressent à Pierre le Grand, je pense qu'il se doit de relire la figure ou la personne de cire de Yuri Tinyanov tous les 5 à 6 ans, parce que vraiment, il y a cet esprit du temps qui est un peu symbolisé par cette figure de cire, figure posthume de Pierre le Grand.
qui a beaucoup voyagé, qui a été exposée dans différents musées. Aujourd'hui, elle est ici, dans ces appartements de Pierre, dans le palais d'hiver de Pierre le Grand. Ici, nous voyons ces petits appartements, donc des pièces d'habitation. On ne peut les voir qu'à travers les vitres. En fait, c'est une technique muséale qui permet, voilà, de jeter un coup d'œil par la fenêtre. Donc, nous avançons vers la figure de cire. Dans le passé, elle est exposée dans les salles centrales du palais d'hiver, et donc tout le monde qui venait dans l'Ermitage passait devant cette figure. Mais après, l'époque a changé. Déjà, les musées de figures de cire sont devenus nombreux, c'est devenu très populaire, très à la mode. Du coup, cette figure de cire n'était plus véritablement une curiosité. Et du coup, on l'a déplacée ici pour que Pierre ne se trouve plus dans le décor du palais de Catherine II, mais plutôt dans les intérieurs de l'époque de Pierre, donc avec cet esprit de cette époque-là. Ici, il y a moins de visiteurs, il n'y a pas de foule qui passe et je pense que nulle part l'esprit pétrovien n'est préservé autant qu'ici. En fait, Saint-Pétersbourg abrite plusieurs endroits qui sont liés à la mémoire de Pierre le Grand. Euh, et il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de parallèles avec le reste de la ville. Par exemple, le palais d'Alexandre Menchikov. En fait, c'est un domaine somptueux qui est aujourd'hui occupé par plusieurs institutions. On peut voir ici le portrait d'Alexandre Menchikov, œuvre de Bartolomé Rastrelli. En fait, à chaque fois, on essaie de raconter, de présenter différents volets de la vie de personnes. On a toujours entendu dire beaucoup de méchanceté sur Menchikov, mais parfois on oublie qu'en fait, c'était un grand homme d'État. C'est lui qui a construit notre ville sur ordre de Pierre le Grand et il a fait beaucoup d'autres choses. La filiale de l'Ermitage qui a été créée en sa mémoire, donc nous raconte cette époque, raconte l'époque de la construction de la ville, mais aussi présente différents volets de la vie du XVIIIe siècle, ce qui se passait chez nous, mais aussi aux Pays-Bas. Elle parle de Menchikov en tant que courtisan, en tant que aussi mécène des sciences. Et en tant que Menchikov lui-même, sa personnalité avec son caractère humain, on essaie de présenter son destin qui est typiquement russe. En fait, il était issu d'un milieu très modeste. Après, il s'est tissé presque jusqu'au trône impérial pour finalement connaître la chute avec la confiscation totale et un exil. Voilà, c'est quelque chose qui se passe assez souvent dans l'histoire russe. Donc ici, on a reconstitué l'époque de Pierre le Grand. Il y a des salles authentiques, historiques, et il y a celles qui ont été recréées dans l'esprit de Pierre. Il y a des salles avec de longues histoires, comme par exemple la Grande Salle. Après que Menchikov s'est vu confisquer tous ses avoirs, ici se trouvait le corps des cadets. Et à l'origine, cet endroit abritait une église. Donc après, c'était la plus grande salle des corps des cadets. Aujourd'hui, on organise ici différentes expositions après les restaurations. En fait, voilà, c'est un bel exemple de l'histoire multicouche, si vous voulez, que représente l'Ermitage, tout comme ses filiales. Il n'y a pas un seul style, il y en a plusieurs. Il n'y a pas une évaluation, il y en a plusieurs. Et c'est aussi la beauté et c'est le charme, je pense, de tout ce que l'Ermitage peut raconter. Ici, on peut par exemple se faire une réflexion sur l'époque de Pierre, s'imaginer différentes assemblées qui ont été organisées ici, parce que c'est ici que Menchikov organisait des réunions qu'il appelait assemblées. C'est à partir de cette salle-là que Menchikov observait les navires entrer dans la Neva, parce que le port se trouvait un petit peu plus loin, l'île Vassilievski, donc Menchikov contrôlait tout et bien évidemment, la navigation faisait partie importante de la vie de Saint-Pétersbourg. C'est aussi dans cette salle
qu'on accueillait des délégations, des commandants, des flottes venant un peu de tous les points du monde. C'est ici que des discussions étaient en cours sur la création de la flotte russe. Et puis, j'ai déjà évoqué des vues époustouflantes du Palais d'Hiver. Moi, personnellement, je pense que c'est la plus belle vue qu'on peut avoir sur la Neva et Saint-Pétersbourg, depuis le balcon du palais de Menchikov. Donc, on voit le quai anglais qui est toujours magnifique le matin comme le soir. C'est toute une série de manoirs, de demeures, chacun avec son histoire. Il y a des bâtiments du Sénat et du Synode, la cathédrale Saint-Isaac, le lieu du soulèvement des décembristes. C'est en fait dans cet endroit-là que sur la glace, les décembristes blessés traversaient la Neva, ils fuyaient venant dans ce corps des cadets, des jeunes cadets. Et donc ces garçons cadets essayaient de les panser, de les soigner, de les sauver pour finalement les suivre dans les contrées lointaines. De loin, on voit le palais d'hiver. C'est toujours un grand plaisir de montrer à nos invités le palais d'hiver. Un autre bâtiment qu'on voit, c'est la manufacture impériale de porcelaine qui abritait autrefois un musée qui fait partie de l'Ermitage. Et une autre partie du grand Ermitage, c'est l'aile est de l'état-major. Donc là, pareil, pendant des années, comme aujourd'hui, la bourse, ce bâtiment restait avec des plafonds et le toit effondré, détruit, en ruine. Et donc, en certains moments, on pensait qu'il fallait laisser tomber, on n'arrivera jamais. Mais on a réussi, on a pu tout restaurer, on a pu créer cet ensemble muséal tout à fait magnifique avec ce bel escalier. Je pense qu'il y a une thèse qui n'est pas le mien, mais que je partage pleinement. Il faut entrer dans le musée par l'escalier. Donc, oui, d'accord, s'il ne peut pas, il peut prendre l'ascenseur, mais pas d'escalateur, pas d'escalier roulant. Il faut vraiment monter l'escalier pour comprendre que tu entres dans un temple. Ça, c'est le temple, le bâtiment de l'état-major de l'Ermitage, qui combine la modernité, mais aussi les traditions. Vous avez vu, à gauche, on a un code QR et à droite, Overbeck, un artiste allemand tout à fait magnifique. Quatrième étage, nous avons une belle collection des impressionnistes et post-impressionnistes. Dans le passé, ils étaient exposés au troisième étage du Palais d'Hiver aujourd'hui, donc ils sont exposés au quatrième étage de l'état-major. Ici, je pense que la lumière est meilleure, qui permet la lumière du jour de tomber sur les peintures magnifiques de Monet, par exemple. Oui, il y a une sorte de compétition entre le troisième étage du Palais d'Hiver et le quatrième étage de l'état-major. Donc, il y a ceux qui pensent que, voilà, dans le Palais d'Hiver, c'était mieux, mais en fait, c'est pas vrai parce qu'ici, justement, la lumière est meilleure et puis il y a plus d'espace. Ces salles allient plusieurs collections, celles de Sergei Choukin, des frères Morozov qui ont été nationalisés à l'époque soviétique. Il y a une partie des collections privées venant d'Allemagne et qui étaient amenées en Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, tout est exposé ensemble, racontant une histoire tout à fait extraordinaire du développement de l'art français du 19e et du 20e siècle. Il y a des tableaux magnifiques en grande quantité. Il n'y a pas de telles expositions nulle part dans le monde. Donc nous voyons l'un des deux salles de Renoir. Il y a personne et c'est extraordinaire. En fait, notre idée, c'était aussi de les mettre ici dans le bâtiment de l'état-major pour mieux répartir les foules des visiteurs. Bon, aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel, on n'a pas de visiteurs, et c'est la beauté de cette promenade nocturne à travers les salles de l'Ermitage. Il n'y a personne et du coup, on peut profiter des belles vues. Là, devant vous, c'est encore la place du palais qui fait partie de ce forum. Maintenant, nous montons sur le toit et nous pouvons observer l'ensemble du panorama. Très belle soirée qu'on peut observer de différentes fenêtres de l'Ermitage. L'arc de triomphe, l'ange qui piétine le serpent, symbolisant nos victoires militaires.
le palais d'hiver, l'Ermitage, tout ce qu'on appelle l'Ermitage. Et voilà, c'est très bien que notre ville, en fait, la structure dominante, c'est le musée. Merci. Просто нет слов. En fait, je ne peux décrire à quel point je suis en fait émerveillée. Chers amis, je rejoins notre réunion d'aujourd'hui, notre soirée. Je voudrais remercier Monsieur Petrovski, le directeur de l'Ermitage d'État, et avec un grand plaisir, je vais passer la parole à son conseillère, Madame Svetlana Dotsenko, une grande experte des arts de l'Europe de l'Ouest et surtout euh, expert dans les arts de Pays-Bas et pas seulement en fait, les arts hollandais, mais également des arts de l'époque d'or. Aujourd'hui, on va parler de l'Ermitage tel qu'on a vu aujourd'hui avec vous ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'en pensent nos participants. On va entendre peut-être leur retour, mais pour moi, c'était euh, une aventure nostalgique et très touchante. Et nous avons eu beaucoup de chance que notre guide d'aujourd'hui a été une personne aussi grande, une personnalité, une des plus importantes au niveau mondial, qui est Monsieur Mikhail Petrovski. Svetlana Anatolievna, on a reçu quelques questions. Je ne sais pas, peut-être que vous voulez commencer en disant quelques mots de votre part et après on va passer aux questions. Ça dépend de vous. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire quelques mots parce que je n'ai pas parlé de cela au début. Et moi-même, j'ai eu un grand plaisir après avoir vu ce film parce que même en travaillant dans l'Ermitage, on ne se lasse jamais de ces balades dans le musée. Bien sûr, pour nous, le personnel du musée, on peut le visiter à tout moment, le matin, la journée, la nuit, mais ce genre de balade complète quand on passe d'un bâtiment vers un autre, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Et en effet, on commence la nouvelle saison, est-ce qu'a dit Mikhail Borisovitch dans son mot d'ouverture. Nous avons préparé avec nos collègues de la Maison Russe, nous avons préparé un programme très intéressant en ligne. On sera très content de vous présenter dès cet automne et cet hiver, en fait, les excursions de ce programme. Et maintenant, j'aimerais bien répondre à vos questions. Merci beaucoup, Svetlana. Malgré, en fait, pardon, en plus aux visites virtuelles, on aimerait bien vous accueillir en personne à la Maison Russe à Bruxelles et on invite également tout le monde à la conférence qui aura lieu en fin septembre. On va faire une annonce particulière pour cette conférence de Madame Dotsenko qui aura lieu ici à Bruxelles et on vous invite tous dans notre grande salle de la Maison Russe. Et maintenant, nos questions. Je vais commencer par ma question personnelle, si c'est possible. Pour moi, c'était une découverte, ces salles que vous avez montrées dans le quartier majeur. Je n'ai jamais visité, j'ai juste visité l'ancien Ermitage. En effet, il y a des objets formidables, des impressionnistes français qui sont exposés là-bas, mais comment on peut combiner cet espace moderne avec ces arts devenus classiques maintenant? Cela se combine véritablement très bien parce que le bâtiment du quartier majeur qui avait été en fait construit par Carl Rossi au 1830, à l'intérieur,
Euh, les intérieurs historiques et les décorations historiques sont bien conservées et en particulier les appartements du ministre des Affaires étrangères de l'Empire russe. Et, ma- et en effet, en 2014, nous avons transporté toute la collection, non pas seulement des impressionnistes, mais tous les objets d'art de la deuxième partie du début du XXe siècle dans ce quartier majeur. Et nous avons transporté tous les objets d'art et décorations intérieures dans le style empire sont bien conservées. Et donc, c'est également la continuation, la suite de l'histoire russe. Et en effet, ce quartier, en fait, cet état-major qu'on montre en fait, en montant cet escalier, euh, on trouve la moquette, le plan pour s'orienter dedans. Et donc, ces espaces sont devenus comme les atriums, les salles pour les à des fins publiques. Et en même temps, ces salles se combinent avec des salles plus modernes où on organise les expositions des arts modernes. Et donc, cet état-major a été créé pour, en fait, montrer les pièces des arts modernes. Et à mon bureau, par exemple, se trouve dans l'état-major. Et si je sors dans le foyer, là, on peut trouver le Forum des cultures réunies, le forum annuel. Donc, tout ce qui se passe dans notre état-major, c'est une grande construction pour, à partir de demain, accueillir beaucoup de délégués de ce forum culturel. Et ceci est également le but de cette plateforme ouverte et très harmonieuse. Ce n'est pas une histoire simple, bien sûr. Les personnes qui ont visité le fameux troisième étage du Palais des Verts où euh, il n'y a pas eu assez de place. Et historiquement, dans les années 60 du XXe siècle, on a commencé de montrer ces objets d'art du musée des arts en fait, de l'Ouest. Et donc, ces pièces ont été exposées au troisième étage. Mais pour voir plus, il faut traverser cette place de palais, et monter cet escalier. Et justement, là, on y trouve beaucoup d'espace. Vous pouvez se balader pendant des heures. C'est une tendance, ce n'est pas seulement du musée russe, le plus grand musée russe, mais également le musée Orsay qui a été créé de la même manière. Oui, en effet, le musée Orsay est justement pendant le temps de sa construction et la reconstruction, il y a eu d'autres idées pour ce musée, bien sûr. Et les atriums du Grand Louvre également. C'est une tendance qui, en fait, a touché également l'Ermitage parce que cela donne plus de possibilités en fait, de voir ces grands chefs-d'œuvre. Pourriez-vous nous parler de cette histoire en fait, de, des entrepôts? Donc, les entrepôts, là, se trouvent loin du centre de Pétersbourg. Cet endroit se trouve assez loin du musée et du palais des Airs, l'état-major. Il faut euh, en fait, vous aurez besoin d'environ une trentaine de minutes en voiture pour s'y rendre. Sa construction a commencé au XXe siècle et en 2003, il a été ouvert. Et en 2003, et aujourd'hui, on y retrouve la modernité
de cette conservation, préservation du musée du point de vue sécuritaire, mais également du point de vue de travail avec les objets. Euh, le, donc, vous pouvez en effet y arriver, rentrer dans ce centre de restauration et de conservation. Vous pouvez acheter un ticket, mais vous pouvez y accéder seulement avec un guide. Et les visiteurs euh, euh, viennent à voir les vitrines et les objets sont en dehors de ces vitrines. Donc la situation change. C'est très intéressant. C'est une expérience très intéressante. Depuis ces 10 dernières années, beaucoup de objets ont été exposés. Nous avons commencé par les carrosses parce que dans l'Ermitage, on ne peut pas les exposer. On aurait besoin d'énormément de place. Donc maintenant, concrètement, euh, nous organisons de petites expositions. Par exemple, en ce moment, il y a l'exposition permanente des horloges. Les tailles sont très différentes à partir de très petites jusqu'à très grandes. Donc, ce ne sont pas des montres, ce sont des horloges. En effet, oui, ce sont des horloges dérivées. Mais tout cela est quelque chose d'unique quand vous pouvez venir et voir comment ces horloges peuvent être conservées. Oui, en effet, c'est fantastique. Oui, en effet, Vera Georgievna, avec un grand nombre de témoins, je vous invite avec un grand plaisir de voir tout cela avec vos propres yeux. D'ailleurs, concernant les visites, donc je vais traduire ces questions. Ici à Bruxelles. Merci beaucoup. Ma question en tant que touriste, vous recommandez de bien visiter ce magnifique musée en combien de fois? Наш зритель благодарит команду Русского дома в Брюсселе за замечательную встречу с Эрмитажем. Скорее надо благодарить Эрмитаж за нее. On est en train de traduire la question en russe. En combien de fois vous recommanderiez-vous visiter l'Ermitage pour tout voir? Donc 2 fois en 2 jours, et est-ce qu'on peut filmer et prendre des photos dedans? Зритель спрашивает 2 раз, то есть 2 дней достаточно ли, и можно ли снимать видео и снимать фото внутри Donc, est-ce qu'on peut filmer et faire des photos à l'intérieur du musée? Donc, merci beaucoup pour votre question. Je vais commencer par la deuxième partie de la question. Oui, vous pouvez faire des photos, prendre des photos, faire des vidéos. Rien n'est interdit. Avec les téléphones mobiles, les smartphones, il n'y a plus d'intérêt de prendre, en fait, de demander de payer plus pour avoir le droit de filmer. Bien sûr, si vous avez l'équipement professionnel pour faire des photos, c'est une autre question. Mais si vous avez un appareil photo simple ou votre téléphone portable, il n'y a aucun problème de filmer et faire des photos. Combien de fois, combien de jours, tout dépend du fait que ce musée est encyclopédique, qui a été créé comme musée, en sachant qu'il y a des chefs-d'œuvre qui sont conservés ici, toute l'histoire de la culture mondiale. La question dépend de ce que vous voulez voir là-bas. Si quelle collection particulière de la culture mondiale vous voulez voir, ou donc l'Ermitage peut vous proposer de voir l'histoire de l'Empire russe et l'histoire de Romanov. C'est une autre couche. Si vous voulez voir comment ça arrivait,
Oui, en effet, il y en a beaucoup qui veulent le voir. Et donc, par exemple, dans le Palais des Verts, il n'y a pas de chambre à dormir. Dans n'importe quelle résidence de Saint-Pétersbourg, vous pouvez trouver les chambres à dormir, de chambres, mais pas dans dans l'Ermitage. Et donc, en fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour voir l'ampleur de ce palais et la magnitude. Donc, vous pouvez voir juste dans ce musée les intérieurs d'un musée historique. Pour une deuxième fois, vous pouvez consacrer votre visite à une question qui vous intéresse, par exemple l'histoire de la Sibérie ou le Japon ou l'Asie ou les arts, par exemple de l'Europe de l'Ouest, les arts appliqués ou autres. Autant de jours que vous avez, Скажите, autant de пожалуйста, forces вот que vous avez, vous да, pouvez вот les investir dans сейчас ces вот balades dans le переводится musée. власть, да, Donc, но в Лувре à есть такой Louvre, маршрут, который il вот y a предполагает только самые en такие fait, знаменательные места. Он рассчитан тоже вот по часам и по une, дням. une И trajectoire здесь есть conseillée возможность qui удостоить того, что est calculée pour un certain nombre de jours. Est-ce qu'ici on peut utiliser ce genre de choses? Est-ce que 2 jours vont nous suffire? Oui, je pense que oui, mais après, si on peut même visiter le musée en 1 heure ou 1 heure et demie, ok, d'accord. C'est juste, tout cela dépend de quoi concrètement vous voulez voir. Donc, là, si vous voulez voir les salles d'accueil, vous pouvez le voir juste en une demi-journée. Et après, ça dépend de ce que vous voulez voir en plus. Et l'Ermitage organise 35 expositions temporaires de formats différents. Donc, et le touriste peut les voir occasionnellement, mais donc juste bien sûr le palais de Menchikov qu'on peut voir, le vieux village, le euh, en fait, l'usine de porcelaine impériale. Tout cela est bien aligné avec le contenu de ce genre de visite. Pour vous rappeler à tous ceux que nous écoutent et surtout ceux qui nous ont rejoints pour la première fois, je vous rappelle que les visites des soirées de l'Ermitage que nous avons commencé cette année concernaient surtout временных выставок. les Нам expositions показывали temporaires. частично те On выставки, о которых я nous упоминала a montré en уникальные partie ce genre d'exposition. экскурсии, C'était des выставки, excursions которые uniques закроются и больше sur les expositions туристов qui не vont будет, но fermer при et этом que vous n'aurez эти pas видео pu у нас voir сохраняются на нашем ultérieurement, mais les vidéos YouTube sont conservées YouTube sur de notre Брюсселя. canal YouTube YouTube de la Maison Russe à Bruxelles. Vous это pouvez те les самые visionner à выставки tout уникальные, moment pour которые voir toutes провели ces прошлый expositions год. uniques Скажите, qui ont пожалуйста, été Светлана Анатольевна, какие mentionnées juste il y туда a quelques списки instants. войдет, Svetlana потому что нам Anatolievna, je ne vais благодарят, и pas вас lire la благодарят suite de за cette question parce que вашу ici работу, on за nous то, что вы remercie, on vous remercie pour дали нам le возможность travail посмотреть все fait, эти pour nous avoir donné прекрасные la possibilité de voir экспонаты tous и ces какие-то objets et перевод на французский язык тоже нам благодарят. toutes ces beautés pour la traduction. Et on nous remercie. Смотрите, Merci вот beaucoup, ça nous fait plaisir. сколько, какой многоликий Et vous город. voyez que Я могла бы l'Ermitage часами a его tellement de рассмотреть, visages видеть et прекрасные il y a les décorations и intérieures modernes существует et дворец. И le вот те palais технологии фондохранилища, classique, о le которых вы palais des говорили, Verts et ses космические entrepôts витрины, все остальное в qui музее nous окружает. disaient que Музей les позволит visiteurs sont dans les vitrines et такой tout le reste многоликий les Эрмитаж, большой Эрмитаж. Тем не entoure. менее, Donc cet Ermitage что-то a его tellement объединяет. de Все эти visages, et большие pourtant здания, quelque все эти chose qui les вот если можно было unit, tous ces сформулировать espaces, tous несколькими ces словами, visages. Est-ce que vous pourriez formuler en воплощение quelques mots, en quelques дух Эрмитажа? euh, Как вы думаете? propositions l'esprit de l'Ermitage? Combien Знаете, я le могу сказать, diriez-vous? что Эрмитаж, вообще музей, это об истории русской Je dirais культуры, que об l'Ermitage, истории ça России, parle de l'histoire de об la culture истории russe, России, de l'histoire de la об Russie истории tout court, собирательства, de l'histoire об истории
des collections muséales. Ça parle aussi, en fait, de la grandeur de nos territoires. Et tout cela fait partie du paradigme qui est la culture russe. Et c'est ça le récit de l'Ermitage. Nous disons toujours que l'Ermitage, c'est un musée encyclopédique. On peut en fait dénicher et parler de n'importe quelle époque, période de l'histoire de la culture, mais avec un regard russe. Donc, sous ce prisme russe, tout le monde sait bien évidemment que l'Ermitage, c'est l'enfant de l'impératrice Catherine II, 1764, le début des achats des premiers objets des collections qui ont donné naissance à l'Ermitage tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc cette histoire globale de l'histoire de l'art mondial, mais avec le regard russe sur cette histoire. Merci beaucoup pour cette réponse exhaustive. Nous avons un autre commentaire. Donc, je vois encore une fois des remerciements adressés à l'Ermitage, à la maison russe à Bruxelles pour cette visite guidée tout à fait extraordinaire. Et puis, je vois un autre commentaire. Donc, c'est aussi des remerciements. Et les deux auteurs, en fait, expriment leur volonté de venir en Russie et de visiter l'Ermitage en personne, en réalité. Et c'est très dommage. C'est les sentiments que nos spectateurs, nos écouteurs partagent dans le chat, qu'aujourd'hui c'est très cher et c'est très long pour venir en Russie. Effectivement, aujourd'hui c'est comme ça, mais on va espérer que les choses vont s'améliorer. Vous savez, nous avons des programmes spécialisés. En fait, on peut les retrouver sur le site officiel de l'Ermitage. Vous savez, nous avons aussi un programme qu'on a appelé l'Ermitage céleste. J'explique. Donc, il y a deux parties. Il y a Celestial Hermitage, l'Ermitage céleste, et d'autre part, l'Ermitage en nuage. Ça veut dire l'Ermitage électronique. Notre site est très détaillé. Le site abrite différentes, enfin, ce n'est même pas des visites guidées, ce sont des récits virtuels. Donc, il y a beaucoup de matériel qu'on peut déjà trouver sur le site. Effectivement, je comprends l'histoire du prix, c'est assez cher de venir en personne, mais il y a déjà beaucoup d'outils, beaucoup de moyens de prendre connaissance avec l'Ermitage, même si, bien sûr, aucun moyen virtuel ne remplacera jamais l'interaction réelle avec les musées, avec l'art. Donc, je ne peux qu'espérer que nos écouteurs pourront un jour réaliser leur rêve, effectivement, et de venir ou revenir dans votre belle ville. Là encore, j'ai revu les panoramas de Saint-Pétersbourg et c'est magnifique. Oui, aujourd'hui, c'est le soir. Effectivement, c'est un peu les vues que je vais voir quand je vais sortir du musée. La place du Palais que je traverse tous les jours, mais effectivement, ça me donne l'impression que j'habite dans le décor d'un film. Oui, c'est un énorme privilège. Oui, vous êtes bien chanceuse. Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions ni de commentaires. Et je tiens à vous rappeler que si jamais, pour l'instant, vous n'avez pas de questions, mais ça vous vient plus tard, vous pouvez toujours nous poser votre question par le courriel. Donc, nous allons y répondre ou sinon, nous allons l'adresser à nos collègues de l'Ermitage. Et maintenant, je tiens à remercier Svetlana Datsenka, conseillère du directeur général de l'Ermitage, donc notre invitée. Et bien sûr, je remercie également notre guide, M. Petrovski, pour cette visite tout à fait fantastique, pour ses remarques, ses commentaires.
Ah, je vois un autre commentaire. Да, тут вот как раз в нем тоже обсуждают возможность приезда в Россию сейчас. Oui, on continue donc Я хочу de всех parler des пригласить possibilités de на venir en Russie. следующий Эрмитажный Et je встречи, profite de cette occasion которые pour vous inviter Эрмитажные tous à встречи, notre которые prochain будут rendez-vous, à une autre приглашать soirée на de этой l'Ermitage. площадке Donc, Русского дома nous allons Брюсселя до конца этого afficher года. les annonces sur И les prochaines следующая встреча rencontres sur notre состоится plateforme virtuelle. 21 октября Donc, la prochaine в rencontre онлайне, aura lieu le тоже на 21 нашей octobre, aussi нашей en виртуальной ligne, площадке. sur И notre она будет plateforme посвящена virtuelle, как раз et elle sera истокам, да, consacrée, je pense, части коллекции aux первоначальной origines de Государственного la collection Эрмитажа, de она l'Ermitage, будет donc des посвящена premières Францу collections. Шнейдерсу и фламандскому натюрморту Naders, nature 17 morte века собраний flamande. Государственного euh, Эрмитажа. Donc Она voilà, cette будет partie de очень la интересная collection экскурсия nationale de именно l'Ermitage. Je для pense que наших ça va être зрителей une visite guidée и très для intéressante германской pour notre public аудитории. hollandais et belgique, mais Вот. pour nous Вот. tous aussi, И bien évidemment. итак, 21 Voilà, октября donc notez bien la date на du нашей 21 виртуальной octobre площадке sur notre plateforme следующая virtuelle. онлайн встреча Vous êtes les Эрмитажных bienvenus ученых. à notre И prochaine напоминаю, rencontre что если virtuelle, все будет нормально, prochaine soirée avec то l'Ermitage. в Et конце si tout сентября se мы passe bien, приглашаем всех à la в Русский fin дом du mois de 5 в этом septembre, nous году. invitons tout le monde Мы à venir à la сегодня maison объявим russe. Nous allons о bientôt прибытии annoncer la date Леонида Царенко, pour assister посвященной à une Государственному conférence Эрмитажу. Это будет de уже Svetlana общая встреча. sur Тут l'histoire de сможете только l'Ermitage. Donc, посмотреть ce sera une conférence en на présentiel. большом экране на экспонаты коллекции Государственного Эрмитажа, но и пообщаться Donc, ce sera une непосредственно belle с occasion большим de специалистом, экспертом parler, de коллекции dialoguer Светланой avec Антоновой, который сможет ответить une лично на experte ваши вопросы. des Ну и arts еще мы не et de будем l'art сейчас muséal qui объявлять, aura le но plaisir будет de пара répondre сюрпризов à vos questions. для этой Et il y очень aura оффлайн aussi встречи. quelques surprises que nous avons Спасибо prévues всем pour cette большое, rencontre en спасибо présentiel, mais bon, je ne vais pas Эрмитажу. anticiper. Je remercie tout le Спасибо monde. большое, Merci спасибо за beaucoup. приглашение, спасибо Merci вам большое de votre за внимание. attention. Merci. Берегите себя и до встречи в Русском доме в Брюсселе.